Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui, on parlera d'accidents de la route. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir M. Hassan Nouag, président de l'association Al-Amen. Monsieur Nouag, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et puis c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi de nous faire apparaître pour essayer de sensibiliser un maximum de citoyens, mais aussi pour porter un peu plus loin tout ce qu'on a comme recommandation, comme observation auprès des pouvoirs publics. Monsieur Nouag, des accidents de la route, c'est une hécatombe. Ben oui, on n'a qu'à compter le nombre de décès qu'on enregistre chaque année, le nombre d'accidentés, et puis l'impact économique, et puis aussi l'image du pays. Un pays comme l'Algérie, qui a un réseau routier, je dirais, assez important, et avec une population qui n'est pas trop nombreuse, nous ne sommes que 45 millions, et un pays très grand, mais malheureusement, malgré tout ça, on enregistre des accidents mortels et des accidents évitables. Et de plus en plus grave, De j'ai plus en plus l'impression, grave. Monsieur Nouag. Oui, bien sûr. Et puis, quand je parle de l'image du pays, pourquoi allons-nous à être classés parmi les pays où il y a plus d'accidents, plus de décès dans les accidents de la route? Ça veut dire que quelque part, il y a des problèmes, soit des problèmes de la route elle-même, problème du parc automobile, problème de la réglementation, problème de la surveillance, problème du contrôle, problème de la formation des conducteurs. Donc tout ça, ça ne fait pas du bien. Pourtant, Monsieur Nouag, ça fait des années que les pouvoirs publics essayent, Ouais. par des, je dois dire, allez, des mesures, des lois, de réduire un peu l'impact de ces accidents, mais ce n'est pas le cas. Mais écoutez, nous doutons pas des bonnes volontés, Oui. mais malheureusement, sur le terrain, on a des constats à faire. Donc chaque année, le nombre d'accidents progresse. Et chaque année, on est en train de voir que la question donc, du transport en général et de la conduite en particulier ne font que se dégrader. Si je parle du transport en commun des personnes, donc des individus, on voit qu'on n'a pas beaucoup progressé, ni en aérien, ni en train, ni en bateau. Donc c'est ce qui fait que nous essayons tous de nous faire transporter par la route sur pneus. Évidemment, donc plus on se transporte par la route en individuel, plus on a de chances à faire des accidents. Aussi, quand je parle de la conduite, donc de la formation de la conduite, est-ce que notre système de formation dans les auto-écoles a changé depuis les 30 dernières années? Donc on est en train de former d'une manière archaïque, caduque, dépassée, qui ne s'adapte pas aux nouvelles conditions. C'est-à-dire, moi je parle d'un programme de formation qui datait au moment où on avait encore des voitures à 3 vitesses, des voitures peu puissantes, des voitures qui n'allaient pas au-delà de 100 km à l'heure, au moment où on n'avait pas ces autoroutes, on n'avait pas d'autoroute en Algérie. Donc la formation n'a pas changé, et on est en train de voir que beaucoup de gens ont un permis de conduire, mais ils ne savent pas conduire. Et puis il y a aussi l'éducation, parce que la route, c'est aussi le partage, c'est aussi la courtoisie, c'est aussi l'éducation, c'est aussi la sensibilité à la sécurité. Ça, on n'a pas fait apprendre aux enfants à l'école, même si des efforts ont été faits, même si beaucoup en ont parlé, mais en réalité, quand on voit les résultats, eh ben, on remet en cause, moi personnellement en tant qu'association, Oui. je remets en cause du moment que les conducteurs de maintenant, qui ont 20 ans, et qui ont fait l'école, donc de 6 ans jusqu'à 20 ans, eh ben, ils n'ont pas appris que la route, elle se partage, il faut respecter le code de la route, que la route, ils n'ont pas appris à être sensibles à la sécurité, donc à connaître le danger. Donc la sensibilité au danger, on n'a pas appris. Donc quelque part, il y a beaucoup encore à faire, d'abord dans l'éducation et puis dans la formation du conducteur. Un conducteur maintenant, c'est pas juste acheter, je dis bien acheter, un permis de conduire, c'est apprendre à conduire. Pourquoi? Parce qu'il est question de la sécurité des individus. C'est-à-dire, un accident mortel, soit c'est le conducteur qui décède, et c'est une perte, soit le conducteur ne décède pas, mais il cause le décès d'autres personnes. Ou alors il peut être handicapé, Monsieur Nouag. Je parle d'abord de ce qui est encore, ce qui est très grave, c'est les décès. Après viendront les blessés et les handicapés. Il y en a, d'après les anciennes statistiques, on a plus de 25 000 blessés chaque année. Donc on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont restées handicapées, mais il y a aussi les pertes économiques. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre comme milliards, comme centaines de milliards de dinars dans les accidents de la route? Donc je parle d'abord de la perte au niveau des assurances,
la perte chez les propriétaires des véhicules, les entreprises ou particuliers, mais aussi la perte dans le travail, c'est-à-dire la personne qui est blessée ou qui ne travaille plus, qui est handicapée, ne pourra plus jamais travailler, donc il sera soutenu, il sera supporté par les assurances sociales, et les personnes qui décèdent, alors n'en parlons pas. Donc tout ça fait que nous devrions vraiment, vraiment prendre ce problème au sérieux et commencer à travailler et faire un travail de fond. Un travail de fond, c'est-à-dire même s'il faudrait qu'on prenne encore 10 ans, mais il faudrait qu'on se débarrasse de cette peur de prendre la route, il faudrait qu'on se débarrasse de cette crainte d'être... C'est-à-dire, le plus grave, c'est que parfois, on a de bons conducteurs, mais qui se font agresser. Moi, je veux dire qu'ils se font agresser sur la route parce qu'il y a des gens qui conduisent de manière très agressive, c'est de la violence sur la route. Et puis aussi, il y a des personnes qui sont en famille, tranquillement, sur la route, ils respectent le code de la route, mais quelqu'un d'autre, il vient, il les percute, il les tue. Donc, c'est une crainte qu'on a, même on a beau bien conduire, malheureusement, parfois, on n'est pas à l'abri d'accidents mortels. Donc, les pouvoirs publics, ils sont appelés. Donc, nous, on le fait à chaque année. Hein. Donc, on fait un rappel des propositions pour sortir de cette crise, parce que c'est réellement une crise. C'est-à-dire, moi, ça me fait mal d'être classé parmi les premiers pays où les accidents de la route tuent le plus. Le plus, oui. Voilà, donc on n'a pas besoin de ça. Réellement, maintenant, l'Algérie, elle a besoin d'avoir une très belle image, donc pour attirer d'abord les investisseurs, pour attirer les touristes, pour réhabiliter l'image de l'Algérie, vu que maintenant, économiquement, nous nous portons bien, socialement aussi, sécuritairement. Donc, il nous manque quand même des petits gestes comme ça. À un niveau basique, je parlais de l'école, je parlais de l'auto-école, je parlerai du contrôle routier, je parlerai du contrôle technique des véhicules, je parlerai des dispositifs d'importation, donc de véhicules, de pièces de rechange, surtout, et aussi dans le cadre de la réhabilitation des routes. Donc il faudrait qu'on ait aussi des routes qui ne soient pas cause d'accidents. C'est le cas, je le dis, nos routes, elles sont ce qu'elles sont. On a fait beaucoup de routes, tant mieux pour l'Algérie, mais malheureusement, certaines routes sont cause d'accidents. On connaît les axes les plus accidentogènes, ils sont identifiés. Absolument. Donc que ce soit par leur tracé. Non, j'irai plus loin, pour dire que certaines routes sont cause d'accidents parce qu'elles n'ont pas été réalisées. Parce que si on aurait réalisé certaines routes, on n'aurait pas eu, de surutilisation d'autres routes. Donc, d'abord, je commencerai par des routes qui n'ont pas été réalisées. Donc, il n'y a pas eu un schéma général, un schéma global, un schéma directeur pour voir comment faire des évitements de certaines zones, comment désengorger certaines routes. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, il y a des routes qui ont été mal étudiées. On les voit très bien parce qu'on voit des sorties d'autoroute ou même parfois dans les doubles voies autoroutes, on rajoute des ralentisseurs parce qu'au début, donc, dans la conception de cette route, il y a eu des lacunes. Il y a eu des lacunes, soit la pente est trop forte, soit la courbure du virage elle est mal tracée. Donc à la fin, on se rend compte qu'il y a eu des accidents. On essaie de régler par du bricolage. Et donc, mais au-delà de la conception, il y a aussi la réalisation. On est en train de réaliser des routes qui se dégradent rapidement. Il faudrait qu'il y ait un audit sur ça. Il faudrait connaître où sont les causes. Est-ce que c'est le matériau lui-même? Est-ce que c'est les couches de base et les couches de fondation? Est-ce que c'est la surutilisation? Est-ce que c'est le poids des camions et des véhicules? Mais de toute manière, c'est pas normal qu'on réalise une route et 2-3 années après, elle devient d'abord cause de plusieurs accidents et puis aussi cause de pertes économiques et cause d'embouteillage parce qu'on est obligé de réparer, ça coûte cher. On est obligé de fermer encore cette route et causer des embouteillages. Donc, sur ce volet, il y a encore beaucoup à faire. Et évidemment, la signalisation. La signalisation, vous savez qu'il faut rouler la nuit pour voir que réellement, nous avons une peinture, pour ne pas dire signalisation, une peinture sur les routes qui parfois est là, elle est belle pour décorer cette route à un certain moment, donc pour des besoins bien spécifiques, mais après, elle ne nous sert pas à grand-chose. Une peinture de signalisation qui ne reflète pas de la lumière la nuit, qui ne nous aide pas à nous orienter sur la route, eh ben, ça veut dire que le matériau
ou la matière qui a été utilisée, elle n'est pas conforme. Donc là aussi, il y a un travail à faire. Et là, c'est la signalisation horizontale, mais on a aussi la signalisation verticale. Donc maintenant, dans les pays qui se respectent, les pays qui respectent aussi le code de la route, c'est une signalisation intelligente, lumineuse, où le pays investit beaucoup pour informer le conducteur. On n'informe pas un conducteur sur une route ou un chemin communal de la même manière qu'un conducteur sur une autoroute où la vitesse est limitée à 120 à l'heure. Donc, le temps d'information, c'est des dizaines de secondes. Donc, il faudrait qu'il y ait une information étudiée par des experts. Et maintenant, on doit faire entrer l'intelligence artificielle pour tout cela. Donc, c'est tout. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Donc, moi, je parle de certains points que je considère importants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres points que je n'ai pas cités. Mais en tout cas, il y a beaucoup à faire. Monsieur Nouvel, et la première réaction des pouvoirs publics, ça avait été il y a quelques années de revoir le code de la route. Finalement, quel a été l'impact de cette révision du code de la route? Ben écoutez, d'abord, quand on revoit le code de la route, il faudrait le revoir avec des experts spécialistes, mais aussi le faire adapter et le faire respecter. Donc, est-ce que les auto-écoles ont reçu ce programme pour la formation des conducteurs? Non. Moi, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai mes enfants qui ont passé le permis il n'y a pas longtemps, et j'étais furieux quand ils ont eu le permis la première fois. Je me suis dit, mais c'est pas normal, parce qu'en si peu de temps, facilement comme ça, ils ont eu le permis tous à la fois. D'ailleurs, j'ai été faire une réclamation chez l'auto-école. Il n'avait pas compris pourquoi je réclamais. En général, on réclame parce que les enfants n'ont pas eu. Oui. Exactement. J'ai dit, est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour apprendre à conduire, pour avoir le permis rapidement? Il était tout étonné. Donc là, pour vous dire, je raconte ça pour vous dire qu'on donne le permis de conduire facilement. Et je ne vous cache pas, on est là pour qu'il y ait de la transparence. Moi, je connais certains qui ont acheté le permis de conduire. Et là, quand on quitte son auto-école, après avoir passé son examen, et qu'on nous dit qu'on a eu notre permis, sommes-nous réellement prêts à prendre la route? Non, mais d'abord, avons-nous réussir à apprendre à conduire? Moi, je le dis, j'ai le courage de le dire. C'est-à-dire, je suis prêt à être questionné sur ça, parce que c'est des cas qui sont là. Il y a des gens, d'ailleurs, quand on va dans certaines auto-écoles, ils posent la question, est-ce que, voilà, pour un permis de conduire normal, vous avez à payer tant. Mais pour un permis assuré, vous avez à payer tant. On paye plus pour avoir un permis assuré. Ça veut dire quoi, ça, assuré? Vous savez, dans plusieurs pays, même des pays en Afrique, c'est-à-dire l'examen, il se passe avec la gendarmerie ou bien avec la police. Ce n'est pas avec un examinateur civil. Parce qu'il n'y a que le policier et le gendarme qui connaît réellement comment faire appliquer le code de la route, et c'est lui qui examine le conducteur. Au Japon, c'est un examen qui est beaucoup plus important que le bac chez nous. Alors, avoir un permis de conduire et avoir cette autorisation d'accéder au volant et de prendre place sur une route et conduire avec les gens pour ne pas risquer leur décès et de leur faire des accidents, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais chez nous, je suis désolé de le dire, mais le permis de conduire, c'est-à-dire il faudrait aller déposer un dossier à l'auto-école, et dans les 90% des cas, on a le permis la première fois, et les 10% qui restent, ils l'auront pour la deuxième fois, et ils prennent place avec les autres conducteurs sur la route. Du jour au lendemain, c'est ça? Du jour au lendemain. Et quelle route? C'est des routes où on fait plus de 100 à l'heure. Donc nous avons quand même, j'ai dit, nous avons un bon réseau routier qui est en train de se développer d'année en année, et nos distances sont grandes parce que le pays est grand, donc les gens font vite. Donc on fait de la vitesse, et c'est pas en ayant quelques jours de formation, quelques heures de conduite, c'est pas parce qu'on sait que le feu rouge c'est pour s'arrêter, le feu vert pour circuler, et le stop c'est pour s'arrêter, qu'on a des aptitudes à conduire. Et où est-ce qu'elle est la conduite accompagnée? Ça y est, c'est parti. Alors que nous, on propose à ce qu'il y ait, même quand on a un permis de conduire, il faudrait qu'il y ait une période de conduite accompagnée par un parent, par quelqu'un qui puisse nous former, quelqu'un qui a de l'expérience. Il faudrait qu'il y ait des procédures. On n'est pas expert dans le domaine, mais aux experts, ça l'appel est fait aux experts pour étudier, pour voir, d'abord faire un constat, faire un bilan de ce qui se passe, et faire entamer donc une vraie réforme du permis de conduire. C'est pas normal qu'on trouve des gens qui conduisent. Maintenant, je suis sur Alger, je viens pour venir chez vous, en plein centre Alger, il y a quelqu'un, c'est des jeunes, ils étaient 5 dans la voiture, ils ont grillé le feu rouge. Heureusement que je me suis arrêté.
Voilà, donc quand on voit ça, est-ce que cette personne a un permis de conduire? Est-ce qu'une des personnes qui était avec lui ne lui a pas dit attention, il est rouge? Oui. Ça veut dire que... C'est-à-dire ce niveau de conscience. Ce niveau de conscience. Oui. Ben, évidemment, quand je parle comme ça, ça me fait appel, ça me fait rappeler que je dois parler aussi de la surveillance. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens doivent aussi apprendre à conduire? Quand il y a de la répression, il y a une répression, une vraie répression sérieuse, c'est pas seulement un procès verbal de 2000 dinars ou un retrait de permis de 24 heures. Non, il faudrait qu'il y ait de la surveillance. C'est-à-dire pour ceux qui conduisent à l'étranger, ils connaissent, ils comprennent de quoi je parle. Quand on se sent surveillé, quand on sent qu'il y a des caméras partout, vous savez que je raconte comme ça. On se discipline automatiquement. Je conduisais en Europe. Il y avait un feu rouge, il y avait un problème technique. Il est resté un quart d'heure en rouge et c'était 5 heures du matin. Et ben, je suis resté un quart d'heure tout seul dans le noir à attendre à ce que ce... Qui passe au vert, oui. Qui passe au vert. Pourquoi? Parce que sincèrement, j'ai vu qu'il y avait une caméra dessus. Oui. Voilà, donc il y avait une caméra, donc impossible de bouger. Je bouge, dans la même journée, je reçois un procès verbal. Donc il faudrait qu'il y ait de la surveillance. Maintenant, tous les investissements qu'ont fait les pouvoirs publics, on les considère. Mais il manque de petits chouïas, un petit peu, pour que ces investissements soient efficaces. Installer des feux tricolores, faire des investissements, des infrastructures, mais il suffit de rajouter des caméras, de rajouter des radars, de rajouter de la surveillance aérienne. Maintenant, on a des drones, on a des hélicoptères. On connaît les axes, les petits tronçons d'axes où les gens font des folies, font du sport sur la route. Hein, je le dis carrément, c'est entre pratiquement Ben Aknoun et Bouchaoui sur l'autoroute, quand on est sur Alger. Ailleurs, on voit par exemple Djibahia. Donc, là où il y a beaucoup d'accidents. Donc, ça doit interpeller les responsables pour engager de la surveillance, je dirais même quasi permanente, pendant une période. Les conducteurs, quand ils vont savoir que telle et telle personne ont été interpellées, passées au tribunal, mais c'est le faux. S'il faut qu'ils passent à prison, qu'ils passent à prison. On ne joue pas avec la vie des gens. Et ben les autres vont vraiment se redresser et faire attention à tout ça. On doit le faire. On doit le faire parce que, comme on dit, basta. C'est-à-dire, on ne peut pas rester comme ça chaque jour, compter des morts. C'est des dizaines de morts par jour. Donc si on n'investit pas maintenant pour sauvegarder la vie humaine et aussi faire donc, la promotion de l'Algérie en tant qu'économie, en tant que pays touristique, comment qu'on va faire? Maintenant, les gens, vous savez, hein, donc c'est comme dans certains pays en Amérique du Sud, les gens ont peur d'y aller parce qu'ils ont peur des accidents, tout genre d'accidents. Il ne faudrait pas que ça nous arrive à nous. Hein, donc nous avons un grand pays, on doit l'assumer. On doit l'assumer par de belles routes et des conducteurs qui savent conduire sur ces belles routes. Quand on lâche des groupes de citoyens et de touristes dans un bus qui fait 1000 km pour partir à Béchar ou 1800 km pour partir à Janet, les gens aiment bien faire ça. Mais vous savez, hein, un cas sur 15, ils font un accident. Avec un conducteur qui n'a pas assez dormi. Écoutez, on a fait des propositions, on l'a fait depuis 2015. D'abord, rendre le deuxième conducteur obligatoire. Oui. Donc, pour un trajet qui dépasse les 600 km, pour donner une idée des 600 km, c'est beaucoup déjà. 600 km, c'est Alger-Gherdaya. Quand le bus doit faire au-delà de Gherdaya, par exemple, ou bien au-delà de Saïda, eh ben, il faut qu'il y ait un conducteur doubleur. Ça existait auparavant. Il faudrait qu'il revienne. Il faudrait que ces conducteurs passent des examens de psychiatrie et d'examens d'aptitude physique. Il faudrait qu'il y ait ça. Donc, je ne peux pas donner 50 personnes dans un bus, ou bien donner un camion de 40 tonnes, 30-40 tonnes, à un conducteur qui peut-être a des perturbations psychologiques, même psychiatriques, et même des problèmes de santé. Quelqu'un qui est hypertendu, qui a un problème de diabète, on ne peut pas quand même le laisser se mettre en danger lui-même et mettre en danger les autres. Donc, il faudrait qu'il y ait ça. Il faudrait que ce soit régulier. Je ne sais pas, c'est aux experts de dire, tous les 6 mois, tous les 12 mois. Et il faudrait aussi qu'il y ait de la formation spécialisée. C'est-à-dire maintenant, celui qui conduit un bus ou qui transport en commun, ou bien un gros camion, il doit avoir une formation spécifique avec des périodes de recyclage. Il faudrait qu'on le réexamine, il faudrait qu'il revienne au centre de formation 3 jours par an pour apprendre ce qu'il y a de nouveau en termes de mécanique, en termes de technologie, mais aussi en termes de code de la route. C'est une manière aussi de surveiller. Quand je reçois chaque année ces conducteurs et je leur fais une formation, même quitte à une journée. Mais je suis en train de les observer. Est-ce que c'est des gens qui s'habillent correctement? Vous savez, quand on rentre en chantier, on doit s'habiller
correctement à une tenue de sécurité. C'est la même chose quand on prend le volant d'un camion, on doit s'habiller correctement. Et bon, je suis ravi que ces derniers jours, je vois que les services de sécurité routière sont en train de faire justement des PV aux conducteurs qui ne s'habillent pas correctement. On ne peut pas conduire un camion, un véhicule, même une moto avec des claquettes. Des claquettes. Avec des claquettes. Des claquettes, moi je le répète sur ces occasions, c'est pour aller se laver. Oui. C'est pour aller l'eau, mais pas pour circuler, pas pour conduire. Pas pour... Donc, mais il faudrait qu'il y ait vraiment de la continuité. Il faudrait rendre ces opérations permanentes. Il faudrait que le contrôle routier ne soit pas occasionnel. Il faudrait que j'arrête. Nous avons, alhamdoulilah, nous avons des services de sécurité qui sont présents sur l'Algérie. Moi, j'ai fait beaucoup de routes. Vous savez, dans des endroits où on ne peut pas imaginer, ils sont là. Ils sont là. Maintenant, il reste à ce qu'ils soient instruits pour faire des contrôles. Alors, on contrôle le conducteur dans sa tenue, dans son état de santé, l'alcotest. Et les psychotropes. Oui, bien sûr, l'alcotest. L'alcotest, parce que, vous savez, on a été affronté à des réponses un peu négatives. Oh, alcotest en Algérie, oui, les gens prennent le volant, consomment de l'alcool, consomment de la drogue, ils prennent le volant. Donc ça, c'est très important, surtout pour les longs trajets. Vérification du véhicule lui-même, les pneumatiques. C'est vrai que nous avons un problème de pneumatiques actuellement en Algérie. Il y a une restriction d'importation, il y a la cherté de ces produits. Mais ce n'est pas une raison pour que le camionneur ou le conducteur de bus s'aventure à prendre la route avec des pneus usagés. Maintenant, le problème, il faut le régler autrement. C'est-à-dire, on ne va pas bricoler avec la sécurité routière. Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé de pneus que j'use encore mes pneus. Arrivé à un certain âge, à une certaine épaisseur, les pneus doivent être interdits. Le système de freinage et l'éclairage. On est en train de circuler des gens qui nous suivent. Peut-être certains conduisent la nuit. Eh bien, il y a des véhicules, il y a des camions dont les feux arrière ne fonctionnent pas. Et ça n'a pas l'air de déranger quiconque. Donc, alors que ça n'a pas été fait et installé par le constructeur pour l'esthétique. Ça a été installé pour que moi qui conduis derrière, que j'arrive à voir ce feu arrière. Il a d'abord une forme, il y a un nombre, il y a une couleur, il y a une intensité. L'intensité de la lumière pour que je puisse la repérer à une certaine distance. Savoir que le véhicule va s'arrêter, va réduire sa vitesse. Oui, d'abord, il y a les feux de stop, ça c'est encore plus important. Mais même les feux de position, les feux d'éclairage, on les appelle chez nous les veilleuses, on appelle ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est des feux de position pour que, à une certaine distance, je repère déjà qu'il y a un véhicule devant moi. On roule derrière des camions, des véhicules, des motos. Parfois, ça ne fonctionne pas chez eux, mais parfois, ils font exprès d'éteindre. Ça leur plaît. Il y a des gens, ça leur plaît de faire des fous, et d'effrayer les autres conducteurs. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle plus rigoureux. Il faudrait qu'il y ait de la surveillance. Les radars. On en a des radars. Mais pourquoi est-ce que tous les radars qui sont à la disposition des services de sécurité routière, gendarmerie et police, c'est des radars portatifs? Pourquoi on les met dans un véhicule et on se déplace et on s'installe, entre guillemets, parfois c'est des embuscades, c'est bien, bon, on n'est pas contre, quoique on est contre parfois parce que c'est fait toujours dans le même endroit, et c'est fait en général dans des endroits où il n'y a pas vraiment, c'est pas des points noirs, mais pourquoi on n'installe pas des radars fixes dans les points noirs? Nous avons des points noirs que maintenant tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Donc pourquoi, à l'étude d'accidentologie, on ne détermine pas les points noirs, on doit installer des radars fixes, parfois même s'ils ne fonctionnent pas. Mais le conducteur, ça dissuade. On a vu ça, on a vu ça dans les pays étrangers. Donc les gens arrivent à un certain endroit, moi par exemple je me fais conduire par des amis, de la famille, arrivent à un certain endroit, il ralentit, je dis qu'est-ce qui se passe, il me dit parce qu'il y a un radar. Et c'est tout le monde qui ralentit. Quand on ralentit dans cet endroit, on évite de faire l'accident. Et je crois que c'est l'intérêt qu'on devrait avoir. Ce n'est pas d'attraper les gens, de leur faire payer une amende et de leur faire retirer le permis. Ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de réduire le nombre d'accidents. Voilà. Donc le radar doit être utilisé pour réduire le nombre d'accidents. Donc il doit être installé, être fixe dans ces endroits, parce que la route elle a été faite de manière à ce qu'on fasse vite. Et cet endroit spécialement, il y a des lacunes. Donc au lieu de mettre des dodanes, au lieu de mettre un barrage de gendarmerie, on met un radar fixe. Et ça ne doit pas coûter aussi cher. C'est-à-dire, même si ça coûte cher,
Moi, je dirais que les vies humaines coûtent beaucoup plus cher. Donc, on doit songer à ça. On ne sait pas pourquoi on n'a pas fait. Il y a aussi des gens qui font des dépassements à droite, qui roulent sur la bande d'urgence et qui font des queues de poisson. Ça leur plaît, c'est des jeunes. D'abord, c'est des gens qui n'ont pas été formés. D'abord, ils n'ont pas été éduqués. Oui, J'ai le voilà. courage de le dire. Ils n'ont pas été éduqués. Parce que quand on a l'éducation, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, l'éducation ne nous permet pas, nous empêche d'aller effrayer quelqu'un, d'aller faire du mal ou d'aller causer des accidents, parfois mortels. Ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas été formés, donc ils ont un permis de conduire avec complaisance. Donc, et puis, ils ont des voitures puissantes. Malheureusement, donc ça va ensemble. Hein. En général, c'est des cas où ça va ensemble. Pas d'éducation, pas de formation. Oui. Ils ont les moyens d'acheter des véhicules à 300 chevaux pour venir faire les fous sur la route et effrayer. Donc leur sport, leur plaisir, leur personnalité. Moi, je dirais même ça. Je ne suis pas un psychologue, mais les psychologues doivent étudier ça. Monsieur Nouveau, ça me ramène à cette question. Est-ce que tout le monde est habilité à conduire? Non. Je parle de profil psychologique. Hein. Je vous réponds nettement. Non. Pas vraiment, non. C'est-à-dire, il y a des cas, normalement, ils doivent être interdits de permis de conduire et interdits de prendre le volant. C'est-à-dire, on doit admettre ça. Ça existe partout dans le monde. Vous savez que, je raconte des choses. Oui. Dans un pays européen, pour ne pas citer lequel, quand ils attrapent quelqu'un, par exemple, qui a grillé le feu rouge 2 fois de suite, ou quelqu'un qui rentre dans un sens interdit, il doit passer un examen chez un psychologue. Pour voir comment, quel processus il lui permet de faire ce genre de... Non, mais parce que pour eux, c'est pas normal que quelqu'un n'arrive pas à distinguer le feu rouge du feu vert. Oui. Et s'il le distingue, qui fait ça, ça veut dire qu'il n'est pas normal. Donc cette personne-là, on ne doit pas la laisser sur la route. Oui. Quelle notion du danger là, oui, il doit passer donc, beaucoup de séances de thérapie, etc. Et c'est le psychologue, parfois le psychiatre, qui lui fait un certificat et qu'il a une bonne santé, c'est bon, il a été guéri, il a été corrigé. Avec ça, il reprend son permis de conduire. Sinon, il y a des cas où je ne connais pas personnellement, mais on en a parlé, et bien, ils ont été interdits de reprendre le volant à vie. À vie parce que d'abord c'est un danger pour eux-mêmes. Mais bon. Donc moi, quand je vois des jeunes et des moins jeunes faire leur plaisir, et leur personnalité, elle est bâtie, elle est construite sur ça. C'est-à-dire, je le dis pour bien expliquer, cette personne, quand elle descend de la voiture et qu'elle se met avec nous, peut-être que c'est une personne qui ne parle pas, il n'a rien à dire, une personne qui n'a aucune personnalité, sa personnalité, elle est bâtie sur le moteur, sur la puissance de son moteur, sur la marque de sa voiture, et c'est tout. Donc, au-delà de sa voiture, il se confirme, il s'affirme au volant, et ils font des fous. Donc, ceux-là, nous, en tant qu'association, on avait proposé depuis 2016 à ce qu'il y ait de la surveillance aérienne, qu'il y ait des caméras. C'est des personnes qu'il faudrait attraper. Rapidement. Attraper, pas interpeller, mais attraper, juger et afficher. C'est-à-dire, on doit médiatiser. C'est-à-dire, vous avez un véhicule puissant, vous avez payé à 20 millions de dinars. Ça ne vous donne pas pour autant le droit de mettre la vie des autres en danger. D'aller venir et d'être meilleur ou plus que celui qui a une petite voiture de 4 chevaux et qui coûte 500 000 et qui respecte le code de la route, surtout. La route, c'est pour tout le monde. La route n'appartient à personne. On partage la route. La route, c'est un bien public. C'est le domaine public. Donc, chacun, il conduit. C'est comme faire la chaîne. Quand maintenant on va acheter quelque chose, on est obligé de faire la chaîne pour passer à la poste, à la banque. Chacun respecte le tour de l'autre. C'est la même chose dans la route. Il faudrait se mettre l'un derrière l'autre. On ne fait pas ces dépassements de fou et on doit respecter le code de la route. Quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, il ne va pas respecter les autres codes de la vie. Moi, je le dis comme ça. La vie, c'est des codes. Même notre religion nous impose un code, qui est le Coran, Karim. Donc, si on ne respecte pas ça, ça veut dire qu'il viendra après faire, par exemple, je sais pas, faire sa prière correctement, faire l'aumône correctement. Non, si quelqu'un il rentre dans l'irrespect, il n'a pas la discipline de respecter des codes, de respecter des règlements, ne pas être discipliné, comment il va être discipliné dans la vie, comment discipliné dans sa famille, dans sa société, dans son travail. Donc là, c'est très important. Moi, j'en parle comme ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je trouve anormal, qu'on meurt aussi facilement en Algérie. On meurt facilement des intoxications alimentaires, on meurt facilement du gaz, on meurt facilement des accidents de travail, des noyades. On meurt facilement des noyades, on meurt facilement de maintenant sur la route, on meurt facilement de boissons énergisantes, des drogues, des stupéfiants. Mais écoutez, on va où comme ça?
Moi, ça m'interpelle. Je suis au-delà de l'association des consommateurs, mais je suis un humain qui est sensible. Et puis, je suis un musulman. Donc, dans l'islam, on doit faire attention à nafs, al-ruh, on va pas, on est en train de, c'est-à-dire de négliger ce qu'a créé Dieu. Parfois, il y a des gens, ce qu'il y a de plus cher. Moi, je vois des gens, ils font attention à une rose, à un arbre, à un chien, à un chat, à un animal. Mais ils ne font pas attention aux humains. La vie humaine, oui. La vie humaine. C'est-à-dire, parfois, c'est les mêmes personnes qui, par exemple, elle a une plante, donc elle fait attention à sa plante. L'autre, il a un chien, pour lui, le chien. Mais les êtres humains qu'on est en train de tuer et de faire tuer, et d'être complices c'est des meurtres, moi, je dirais. Homicide volontaire ou involontaire. Je ne suis pas juge, mais c'est des homicides. Et parfois, on est partie prenante. Oui. Est-ce qu'on sait, M. Mnouva, quelle est la catégorie, la tranche d'âge qui est le plus impliquée dans les accidents? D'abord, à partir du permis de conduire, donc ouais. de 18 ans jusqu'à pratiquement 40 ans. Vous savez que dans nos propositions, elles sont écrites, hein, donc on a demandé à relever l'âge du permis de conduire. Carrément. 18 ans, on a des enfants, ceux qui ont des enfants, ils regardent leurs enfants à 18 ans. Est-ce que c'est un individu à qui on donne le droit d'aller conduire un véhicule de plus de 100 chevaux sur une autoroute qui fait 120 à l'heure? Non, moi je regrette, non. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi? Je leur ai dit, il y a 40 ans, à 18 ans... C'est pas le même degré de maturité. Oui. À 18 ans, ils étaient mariables. Oui. Nos parents, ils se sont mariés à 18 ans. Même avant, oui. Même avant. Oui. C'était des hommes sages, un certain sens des responsabilités. Et de la retenue. Ils avaient de la retenue. À 18 ans maintenant, je lui donne un volant. Est-ce que les personnes qui m'ont dit non, elles peuvent conduire à 18 ans, je lui dis, est-ce que vous pouvez marier votre fils, vous donnez votre fille à un jeune qui vient à 18 ans? Non. Et soyons logiques. On n'est pas expert pour déterminer l'âge, mais on s'est dit, il n'y a pas moins de 22 ans, 23 ans. Oui. Maintenant, pour le poids lourd et les bus, c'est au-delà de 35 ans. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se retienne, qui a de la sagesse, qui a une force. Mature, qui a une famille, qui pense à sa famille. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Maintenant malheureusement, autrefois, on disait que les accidents étaient causés par une frange qui était entre 18 et 30 ans. Mais maintenant, celui qui a 30 ans, la maturité de 30 ans, maintenant, on la retrouve à 40 ans. Oui. Donc voilà. Et c'est pour cela que je reviens à l'éducation. C'est quand on n'a pas la maturité, quand on n'a pas l'esprit de responsabilité, quand on n'a pas la conscience collective, la conscience individuelle, on doit revoir les systèmes éducatifs. Oui. C'est-à-dire, c'est des choses qui doivent devenir très importantes. Par exemple, dans le programme scolaire, c'est pas pour remettre en cause, je suis pas là, mais j'aime bien pour enrichir. On a des enfants qui sont en première année, deuxième année, troisième année primaire. On leur apprend c'est quoi le livret de famille, c'est quoi la fiche individuelle, c'est quoi l'extrait de naissance. Moi, je dirais que ces enfants n'ont pas besoin d'aller à la mairie à cet âge pour retirer un document. Ouais. Mais on a beaucoup plus besoin de leur apprendre cette sensibilité à la sécurité. Il faudrait qu'on leur apprenne à ce qu'ils aient peur. C'est pas normal qu'on ait des enfants qui jouent sur la route. C'est des enfants qui sortent de l'école. Qui jouent à traverser, à retraverser plusieurs fois, à se faire peur, à faire peur aux autres. Oui. C'est pas normal qu'on ait des enfants et des adolescents maintenant qui font des défis face au danger. Donc, il y a à revoir. Les experts, c'est un appel qui est toujours fait aux experts. Nous, on n'appelle pas seulement les pouvoirs publics, on appelle aussi les experts, l'élite, notre élite. Parfois, je me pose la question, elle est où dans tout ça? Il faut qu'ils puissent faire des propositions. Oui. C'est tout. Qu'ils m'excusent, hein, parce que parfois je suis direct et cru, mais ces professeurs, ces chercheurs qui sont dans les universités, dans les laboratoires, au-delà des examens, de la formation, de l'enseignement, mais au-delà, est-ce qu'il y a des études? Au-delà, est-ce qu'il y a des recommandations, des propositions pour pallier à tous ces problèmes? Maintenant, on doit remettre en cause un système et le revoir. Mais c'est qui? C'est pas les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, ils attendent qu'il y ait des propositions d'experts. Les experts, c'est qui? On va ramener des experts de l'étranger. Est-ce que vous permettez, chers professeurs, chers chercheurs, qu'on ramène d'autres à votre place? Vous êtes là. Faites du bénévolat. Il ne faut pas se restreindre à mes heures de travail. Qu'il y ait de la conscience. Dans les laboratoires, il y a les moyens que les gens travaillent un samedi sur deux, après les heures de travail. Oui. Et faire des recherches, s'appuyer sur des associations. Nous sommes 60 associations de consommateurs.
Choisissez une association pour porter peut-être vos recommandations. Ou bien faites-le vous-même. Il y a beaucoup d'organisations scientifiques. Donc allez-y, soyez plus agressifs. Soyez plus agressifs. Faites des propositions. Arrêtons ce fatalisme et dire que Tafarato, c'est... Non, quand on est Nourba, l'élite, on doit s'impliquer, et plus que s'impliquer, c'est s'imposer. Nous avons des pouvoirs publics maintenant, le président de la République, il dit à la société civile, il dit à tout le monde, donnez-moi. Ne faites pas que des critiques, donnez-moi. Donc, nous, on est en train de donner. Nous sommes une petite association, nous n'avons aucun expert dans ce domaine. Mais on a pu récolter en 2016, on avait déposé 23 propositions. Maintenant, il nous reste 15. Oui. Parce que les 8 autres ont été quand même prises en compte. Prises en compte, oui. Pratiquées, pas pratiquées, il y a encore des manques. Mais les experts, alimentez-nous en propositions. Dites-nous comment faire pour que dans l'éducation nationale, dans le système éducatif, et le ministre de l'Éducation va nous écouter, va vous écouter, va écouter tout le monde. Quand on dit que maintenant, ces enfants, ils n'ont plus peur de danger. Par exemple, ils n'ont pas peur de la route. Au lieu de marcher sur un trottoir, leur plaisir, ils se sentent plus hommes, et la fille, elle se sent plus mature quand elle fait la folle ou quand il fait le fou sur le goudron, sur la partie carrossable de la voie. Il y a un problème. Quand on leur dit, on ne doit pas, les enfants ne consomment pas beaucoup de sucre, les boissons, ceci, c'est là où ils trouvent du plaisir à en consommer plus. Encore plus. Les boissons énergisantes, le marché il est en plein boom parce que ces enfants, pour eux, ils croient que c'est avec ça qu'ils vont avoir l'air plus adulte, plus viril, plus adulte, plus... Oui. Mais là, ça interpelle nos experts. Les experts, vous êtes interpellés. Aidez-nous à faire face à tout ça. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi un autre canal, la mosquée. La mosquée, c'est un lieu de prière, certes, mais c'est une infrastructure sociale aussi. Oui. Dans la mosquée, il y a encore beaucoup à faire. Oui. Pourquoi? L'imam dans la mosquée, il a l'opportunité d'avoir une fois par semaine un prêche où tous les fidèles, en général, c'est des parents qui sont censés. Il y a beaucoup d'enfants, c'est bien, tant mieux. Il y a des femmes dans les salles prières des femmes, et qui ont une oreille attentive pendant minimum une demi-heure. Vous savez que si, par exemple, moi je fais une conférence, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui partent, ça ne leur plaît pas, d'autres qui ripostent, d'autres qui m'arrêtent. Mais l'imam, il est écouté, on doit profiter. La religion nous a donné ça. Nous, en Kabyle, on dit « inatitchir ». C'est-à-dire que si l'imam a dit quelque chose, on doit avoir cette discipline. Hein. On doit avoir cette discipline d'avoir quelqu'un qui a de la sagesse, mais qui a aussi le savoir et qui a la notoriété, qui a le Coran dans le cœur, qu'on écoute. Même parfois, s'il se trompe, il a le droit de se tromper, c'est un être humain. Ce n'est pas le prophète. Il n'y a que le prophète qui ne se trompe pas. Mais les autres peuvent se tromper. Mais ils se trompent un cas sur 2000, sur 3000. Mais je prends les 2999 cas, je le suis, j'ai la discipline. On doit avoir cette éducation à la discipline. Donc, un imam qui est dans une mosquée, moi je les appelle, j'ai beaucoup d'amis imams. Il y en a certains qui sont en train de le faire. Mais sur les 20 ou 30 000 mosquées qu'on a en Algérie, est-ce qu'on les utilise justement pour... je dirais, pour faire le complément d'éducation. Faire passer, le complément d'éducation qui n'a pas été fait à l'école. Et je profite de ces semaines. Donc, tous les vendredis, je prends 10 minutes sur le prêche pour parler donc, des intoxications alimentaires, des accidents de la route, de l'éducation, des drogues, des stupéfiants. Il faudrait que... Et puis, moi, je me demande pourquoi les gens me disent « Non, ça, on a déjà dit, on ne va pas répéter. » Non, du moment qu'ils sont en train de répéter... Si le phénomène est toujours là, il va falloir répéter encore et encore. Vous savez, dans le marketing, les entreprises qui ont les moyens de payer des experts en marketing, ils disent au contraire, il faudrait qu'il y ait un matraquage publicitaire. Eux, ils répètent les publicités à tout moment. Vous allumez la radio, vous entendez la même chose. La télévision, la même chose. En boucle, oui, c'est comme ça que ça reste. Ça reste en boucle. Et nous, en tant qu'association, quand on veut parler de sensibilisation, on nous dit, non, ce sujet, on l'a traité déjà. Maintenant, il faut trouver autre chose. Mais pourquoi trouver autre chose? C'est le sujet qui m'interpelle, c'est le sujet d'actualité, c'est le sujet qui est en train de causer des problèmes à la santé publique, de la mort, du décès, des problèmes pour l'économie nationale. Donc pourquoi je répéterai matin et soir?
matin et soir. C'est-à-dire, on ne doit pas gêner. Donc, les imams, ils ont un grand rôle dans la société. La religion a fait qu'on doit avoir des mosquées dans les quartiers, une grande mosquée dans la ville, des imams partout. On doit partir à la mosquée autant que possible, pour ne pas dire tous les jours. La vendredi, c'est pratiquement obligatoire. Pourquoi? Pour que les fidèles aient des actualisations. Oui. On doit actualiser, on doit trouver ce matraquage qui nous interpelle, qui nous répète la même chose. Parce que Dieu qui nous a créés, il sait qu'on a besoin. Les experts en marketing, ils ont compris. Ils ont compris, oui. Mais nous, on doit aussi comprendre que Rabbi Khalqna, il sait qu'on a besoin de partir tous les vendredis pour écouter des prêches. Enfin, des petits rappels, oui. Mais je regrette, hein, c'est pas pour écouter à chaque fois ce qu'il dit sur l'histoire ou sur les livres. Donc, nous avons une société, nous avons un contexte dans un quartier. Il faut coller au contexte et au problème. Absolument. Il faudrait qu'il y ait une interconnexion entre l'éducation nationale, entre les politiques, entre la sécurité routière, entre les mosquées, entre les associations, entre les médias, comme vous le faites aussi si bien, madame. Donc, il faudrait qu'il y ait ça pour traiter nos problèmes. Il faudrait au-delà de tout ce que j'ai dit, maintenant je parle de la sensibilisation. C'est ça. La sensibilisation, on n'attend pas ce qu'il y ait une campagne de sensibilisation. La sensibilisation, et je regrette par rapport à mes confrères qui se mettent sur la route avec des gilets qui distribuent des prospectus. Vous savez, on l'a fait. Mais on a fait une ou deux fois, après on s'est arrêté. Oui. On avait remarqué. C'est pas productif. Il faudrait évaluer les actions, on doit les évaluer. D'abord, une fois, un gendarme qui m'avait arrêté pour me donner un prospectus, j'ai dit merci beaucoup. Mais j'ai dit, ce qu'on attend de vous, c'est beaucoup plus la sensibilisation par répression. Par répression. Vous savez, je dis, quand vous arrêtez quelqu'un et vous lui faites une contravention, honnêtement, correctement, parce qu'elle a fait une erreur, elle est méritée, ça c'est de la sensibilisation. Un contrôleur du commerce, quand il va chez un commerce, il lui fait un procès-verbal, il lui ferme sa boutique parce qu'il était en défaut, parce qu'il n'a pas respecté les normes, ça c'est de la sensibilisation. Mais pas, j'ai dit, vous, c'est votre rôle, vous êtes là pour ça. Après, les associations vont faire un autre rôle, les mosquées vont faire un autre rôle, etc. Donc, chacun doit faire son travail à sa manière. Mais donner des prospectus comme ça au conducteur, et en général, j'ai vu, ça m'est arrivé à moi, on m'a arrêté, j'étais en famille, ceinture de sécurité, je roulais tout doucement, on m'a arrêté pour me donner des flyers. Et le jeune, je lui ai dit, écoutez, j'ai vu maintenant passer des voitures noires, vitres teintées, fumées, avec des jeunes dedans, des voitures rabaissées, avec des moteurs, avec des pots d'échappement bruyants et tout. Je lui ai dit, il fallait l'arrêter lui. Vous n'avez même pas vu son visage parce qu'il avait des vitres teintées. Ouais. Vous m'arrêtez moi, parce que je suis tranquille, bien. Il m'a fait un sourire. Voilà, donc je raconte ça pour attirer l'attention et voir où sont nos lacunes. Parce que vous savez, moi, personne ne pourrait venir me dire que non, tout va bien. Non, on a fait un travail. Vous avez fait un travail, mais le travail n'a pas ramené ce bien dont vous parlez. Du moment qu'on meurt toujours sur des routes très facilement, je ne demande pas à ce qu'on arrive à être comme la Norvège, où il y a pratiquement zéro de décès sur la route. Mais essayons. On est en 2025. Allez, un objectif. 2026, au lieu de 45 000 décès, plutôt 4 500, pardon, au lieu de 4 500, on va descendre à 3 500. C'est quand même déjà 1000 vies. Il y a chiche. Oui. Moi, je dis chiche. Tous, on doit tous s'y mettre. Même n'importe quel citoyen peut s'y mettre. C'est la culture de dénonciation. J'ai vu quelqu'un faire ceci, allez, j'appelle la police, j'appelle la gendarmerie, il y a quelqu'un qui est passé, voilà son matricule, et je dénonce. J'ai une caméra qui portait sur le véhicule, je m'implique, j'aide à sauver des vies humaines. Dès que je vois un mauvais comportement, je prends la photo du matricule et je la poste sur les réseaux sociaux. Postez, allez, utilisons ces réseaux sociaux positivement. Et laissez-le être interpellé par la gendarmerie. Donc, on doit tous s'y mettre, être tous impliqués pour descendre 1000 cas par an. Arriver où on aura 500 jusqu'à 1000, je dirais, c'est acceptable. On sera dans la norme. Dans la norme. Oui. Mais à ce stade-là, je regarde, on est hors norme et c'est la honte. Moi, vous savez, quand on voyage et on parle de ça avec des confrères un peu partout, pourquoi, alors que musulmans que nous sommes, pourquoi nous n'avons pas peur de la mort?
Parce que pourquoi on meurt facilement des accidents domestiques? Des enfants qui tombent des balcons, mais c'est pas normal. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de piscines, parce qu'on aurait beaucoup de noyades. Oui. Comment se fait-il que les pompiers ils disent qu'en séjour, pas de noyade, alors c'est des gens, c'est là où ils ont envie d'aller à la plage, et en plus d'aller rentrer, nager, et s'aventurer, et après parfois eux, ils sont sauvés, mais le sauveteur est décédé. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Là, les experts. Et on revient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'éducation, à la sensibilisation. Il faut une expertise sur tout ça. Finalement, c'est un tout, et on vous remercie beaucoup, Monsieur Mno, pour toutes ces informations, de nous avoir éclairé sur ce sujet, de travailler dessus depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Merci d'avoir été avec nous.